Donc, face à cela, il y a plusieurs solutions. Donc, raréfication, changement climatique, et c'est là-dessus justement que je vais essayer de m'attarder, puisque la question des dépendances a été là très largement traitée. La Moldavie est très dépendante énergétiquement, comme vous le savez, mais d'autres pays d'Europe centrale et orientale sont extrêmement dépendants également, à divers degrés, mais c'est une vraie question, et qui soulève des questions aussi bien économiques que politiques, comme vous pouvez l'imaginer, et aussi bien que écologiques. Donc, d'ailleurs, juste pour cette question de dépendance et d'interdépendance, la Russie, comme d'ailleurs ça a été souligné hier, et je confirme, pour la Russie, la situation n'est pas extrêmement favorable. C'est-à-dire que la Russie elle-même est dépendante de ce qu'elle exporte. C'est-à-dire que la Russie, aujourd'hui, sous perfusion du mix pétrole-gaz, lorsque, après la crise de 2008, certaines industries de l'Europe occidentale se sont arrêtées, et lorsqu'il y a eu une baisse de la consommation, la Russie a eu un retour de crise extrêmement violent, extrêmement impressionnant, en plus mélangé à une bulle immobilière, ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai lu avant-hier dans Financial Times que la Russie souhaite investir dans les technologies vertes et l'efficacité énergétique 200 milliards d'euros sur 15 ans. Ce chiffre est impressionnant, ça rappelle le Gosplan, ça rappelle quelque chose d'extrêmement dirigiste, mais ça montre aussi que la Russie se préoccupe très fortement de sa propre dépendance à le gaz et au pétrole et du développement surtout des solutions alternatives. Alors, les solutions alternatives, on y vient tout de suite. Là, ce que vous voyez à l'écran, c'est le scénario Megawatt. Megawatt est une ONG française qui travaille justement sur la question de la dépendance et d'efficacité énergétique. Donc là, sur le tableau rose, alors ça c'est un scénario qui est sorti en 2006. On attend le nouveau scénario qui devrait sortir en janvier 2011. Mais en gros, c'est aussi le scénario qui est pas mal utilisé par le groupe. En gros, là, on voit l'évolution normale, c'est-à-dire que si on ne change rien, vous voyez que les consommations augmentent. La part du pétrole dans les consommations continue, la part du charbon baisse, le gaz, ça augmente énormément, l'uranium reste à peu près au même niveau, et les renouvelables, ça augmente pas vraiment. Alors ça, c'est un scénario qui n'est pas convenable dans le cadre de 1, lutte contre le changement climatique, et 2, vu qu'une partie de ces ressources-là seront beaucoup plus chères dans 10 ou 15 ans et seront beaucoup moins disponibles. Donc ce que propose Megawatt, comme vous pouvez le voir sur le tableau bleu, c'est d'ajouter à cela, donc on voit qu'il propose de faire décliner le gaz, la part du gaz, de réduire presque à néant la part du charbon, parce que bon, le charbon c'est une véritable catastrophe, de sortir du nucléaire et de réduire la part du pétrole, puisque de toute façon le pétrole est un problème, d'augmenter la part du renouvelable, mais il n'y a pas uniquement ça. Il n'y a pas uniquement ça, parce que est-ce que la plus grosse part, c'est autre chose. Ce n'est pas une production d'énergie. Est-ce que vous savez quelle est la meilleure énergie alternative aux énergies fossiles et au nucléaire? Je pose la question à la salle, est-ce que quelqu'un... Si je peux répondre, l'efficacité énergétique. Voilà, c'est l'énergie qu'on ne dépense pas en fait. C'est ça qui est la meilleure énergie alternative. Et ça, on le voit très très bien dans le scénario de Megawatt, c'est qu'en fait, le vide qui est laissé quelque part par la baisse de la consommation de pétrole, de charbon, de gaz et de nucléaire est rempli par les énergies renouvelables en partie, mais surtout par l'efficacité énergétique, c'est-à-dire l'efficacité sur l'offre, l'efficacité sur la demande et la sobriété. Je vais pas m'attarder là-dessus en essayant de passer sur des cas beaucoup plus concrets, mais il est extrêmement important de jouer aussi bien sur l'offre que sur la demande. Je vais essayer de donner un cas des bâtiments, parce que c'est ça en fait un enjeu extrêmement important, c'est l'habitat qui est très consommateur, qui est extrêmement énergivore, très consommateur d'énergie dans les pays comme la Moldavie, l'Ukraine ou la Fédération de Russie, et également extrêmement producteur de CO2. Donc, ce qu'on sait, c'est que les Khrushchev, comme vous savez, donc ces familles de bâtiments construits sous Khrushchev, ou les Brezhnev, ça se dit pas, mais les bâtiments qui ont été construits par la suite sous Brezhnev, sont très souvent des passoires énergétiques.
C'est-à-dire que si un bâtiment, un logement social en France, construit pendant la même période et de très mauvais état, aujourd'hui consomme dans les 230-260 kWh par mètre carré par an, je suis désolé, c'est un peu technique, mais juste pour vous donner un ordre de grandeur, donc 230, 240, 250, une khrushchevka ou un bâtiment style collectif soviétique construit dans les années 70, ça peut consommer 400, c'est-à-dire beaucoup plus qu'un logement social type français, déjà en mauvais état. Alors c'est lié à plusieurs choses et ça peut, vous le connaissez sans doute, vous le voyez tous les jours, en Moldavie, en Ukraine, en Russie, il y a deux types de problèmes. C'est des appartements où il fait extrêmement chaud l'hiver, donc du coup on ouvre la fenêtre, puisqu'on ne peut pas régler, cette question a déjà été évoquée hier, puisqu'on ne peut pas régler le thermostat, on ne peut pas régler la chaleur, donc on ouvre la fenêtre, donc là toutes les consommations explosent, c'est la catastrophe. Ou encore le pire, c'est que j'ai vu dans la banlieue de Moscou des bâtiments construits dans les années 60, dans les années 70, où le radiateur est surchauffé, chauffage central collectif, ce qui n'est pas forcément mauvais, attention. Le radiateur est surchauffé, mais en même temps l'isolation est extrêmement mauvaise, c'est-à-dire les fenêtres sont de très mauvaise qualité, c'est des véritables passoires énergétiques. Donc du coup, les habitants ont froid, les locataires ont froid, ils sont obligés de s'acheter un radiateur électrique, et là c'est un coût total, ça tape sur la facture et on sort des factures extrêmement énormes qui, pour la consommation d'énergie et la production de CO2, c'est une véritable catastrophe. Alors, comment on peut lutter contre ça? Aujourd'hui, il y a énormément de possibilités de rénovation de bâtiments. Alors, en France, il y a la nouvelle norme qui est sortie, c'est la norme BBC, c'est-à-dire bâtiment basse consommation, qui est extrêmement exigeante. Là, ce que vous voyez, ce n'est pas un bâtiment de Chișinău ou de Kiev, c'est un bâtiment dans la banlieue parisienne, avant rénovation. Donc, avant rénovation, ce bâtiment-là consommait à peu près 230 kWh par mètre carré par an. C'est à Montreuil, donc c'est la cité de l'Espoir à Montreuil, qui est dans un très très sale état. Et là, la municipalité a engagé depuis 2 ans une rénovation qui a commencé. Alors ça, c'est extrêmement important parce que hier, le maire de Chișinău est intervenu ici. Il a dit, voilà, on va d'abord améliorer le réseau de chaleur, puis ensuite on va isoler les bâtiments. Malheureusement, c'est plus simple à faire, mais c'est la mauvaise solution, c'est-à-dire on prend les choses à l'envers. Ce qu'il faut faire d'abord, et c'est ce qui a été fait à Montreuil, c'est d'abord s'occuper de la consommation, de la demande, non pas de l'offre. C'est-à-dire que d'abord on isole les fenêtres, voilà, on commence par isoler les fenêtres, on isole les portes, on fait l'isolation thermique intérieure et extérieure. Donc pareil, on peut procéder par étapes, c'est-à-dire que vu que les coûts d'isolation peuvent être assez importants et ont un rendement sur 15-20 ans, on peut commencer par changer les fenêtres. Voilà, ça c'est déjà un coût qui n'est pas non plus extraordinaire. Et ça coupe la facture énergétique. Et ensuite on continue par étapes les différents changements. Donc aujourd'hui, ce bâtiment, la Cité d'Espoir à Montreuil, après 2 ans de rénovation et avec un investissement sur 20 ans de la municipalité, on est passé de 130 kWh par mètre carré par an, ce qui est assez impressionnant, à 70. Voilà. C'est déjà une très très belle solution. Et je vais vous parler très très rapidement des fonderies royales. Alors les fonderies royales, c'est un bâtiment pareil, qui se trouve en France à Rochefort, qui est le siège d'une ONG écologiste française, la Ligue pour la protection des oiseaux. C'est un bâtiment du XVIIe siècle. Alors, la rénovation des bâtiments du XVIIe siècle, des fonderies royales, c'est une opération extrêmement compliquée, c'est assez coûteux et surtout personne n'a encore réussi, à part eux, d'avoir des résultats concrets. Et donc là, clairement, avec une isolation HPE, avec un triple vitrage, avec une chatière à granulés de bois, avec une ventilation à double flux et avec la pose de panneaux solaires ou photovoltaïques sur le toit, on arrive à un résultat extraordinaire, c'est-à-dire moins de 50 kWh par mètre carré par an, c'est-à-dire que même les bâtiments très récents, en très basse consommation d'énergie, y arrivent très rarement. Ça, c'est des choses qui peuvent être faites, et surtout, c'est un investissement qui devient rentable au bout de 20 ans. C'est-à-dire que ce n'est pas sur du court terme, bien sûr, mais ce n'est pas sur du long terme, c'est du moyen terme. Donc c'est une très très grande réussite. Voilà, je vous mets, et surtout, c'est des salariés qui sont
bien la différence par rapport à leurs locaux, c'est-à-dire que les salariés soulignent le confort extrêmement important. Dans le domaine du transport, il est toujours extrêmement compliqué de parler de ça dans un pays de l'ex-Union soviétique où la voiture individuelle, l'accès à l'automobile est encore un signe d'ascenseur social extrêmement fort. Oui, aujourd'hui, il n'y a pas de solution miracle pour le transport, c'est-à-dire aucune proposition de voiture individuelle, que ce soit de l'hybride, que ce soit de l'électrique, on parle même de l'hydrogène. Il y a un intervenant qui va intervenir tout à l'heure sur la question hydrogène. Juste, nous, les recherches qu'on a sur l'hydrogène, c'est que cette technologie n'est pas du tout prête et est très coûteuse. Mais voilà, le transport collectif, déplacement doux, vélo. On dit toujours à Moscou, mais oui, mais comment tu vas faire pour mettre le vélo à Moscou alors qu'il fait extrêmement froid et tout ça? Eh bien, l'année dernière, on était à Copenhague, et à Copenhague, il y a plus de vélos que de véhicules individuels, c'est-à-dire que de voitures. Donc le froid, ça ne change rien. Et ce qui est extrêmement... Mais la solution miracle n'existe pas. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut savoir. Alors, ce qui est extrêmement important, pour revenir sur le cas de la Moldavie, c'est que les rénovations peuvent faire sur les investissements par étapes. Elles peuvent réduire la dépense énergétique de manière extrêmement importante en misant sur l'efficacité et sur